Sud Radio 10h midi, débat. Les débats avec vous dans le 10h midi avec aujourd'hui Aurélie Taquillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale LREM d'Île-de-France. Rafik Smati, chef d'entreprise. Bonjour. Président du mouvement Objectif France. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Bonjour à vous. Bonjour. Et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour. Bonjour Valérie. On a plusieurs sujets aujourd'hui. Donc on va parler du Covid. Un discours trop anxiogène, point d'interrogation. Vous pose la question, vous avez peut-être entendu l'éditorial de Françoise Degois ce matin. Près d'un Français sur 10 à la soupe populaire, ce chiffre choque. On a beaucoup parlé du pouvoir d'achat hier, mais on va reparler de cette précarité, de cette pauvreté qui s'installe partout en France. Et David Linard, un camouflet pour Emmanuel Macron. Les maires sont-ils les derniers rebelles? Vous savez que on a entendu plusieurs personnalités, La République en marche, se soutenir un autre candidat et David Linard a été bel et bien élu. Coup de cœur, coup de gueule. Laurent, commençons avec vous, Laurent Jacobelli. Oui, c'est un coup de gueule. J'aurais aimé arriver avec un coup de cœur, mais là j'ai été vraiment révolté parce que ça touche ma région. Le gouvernement vient de signer un chèque de 4 millions d'euros pour une entreprise indienne qui va installer en France un concurrent direct d'une société française à Pont-à-Mousson, Saint-Gobain, qui fabrique de la fonte pour les canalisations. Et donc, on avait la mondialisation externe, c'est-à-dire qu'on ouvrait par des traités de libre-échange le marché français à des produits qui défiaient les lois de la concurrence, parce que c'était produit avec des conditions sociales, écologiques qui n'étaient pas les mêmes que les nôtres et qui venaient sur notre marché. Maintenant, on finance l'implantation de concurrents étrangers sur notre propre sol. Les contribuables français vont payer 4 millions d'euros pour mettre en danger 1000 emplois au minimum, après il y a les emplois induits, à Pont-à-Mousson, dans une région où malheureusement il y a besoin d'impôts. Il n'y a pas besoin d'impôts, mais d'emplois, pardon. Ouais. Et c'est d'autant plus affligeant que moi j'étais allé en mai dernier rencontrer les salariés. C'est une entreprise qui innove, c'est une entreprise qui investit. Ils ont investi il y a peu de temps 10 millions d'euros dans un nouveau four pour avoir moins d'émissions de CO2. C'est donc une entreprise qui devrait servir d'exemple à la réindustrialisation. Eh bien, l'État vient de leur mettre un coup de couteau dans le dos. Cette folie de la mondialisation qu'on importe maintenant a de graves impacts, d'abord sur les impôts des Français et puis sur l'emploi. Il faut maintenant que le gouvernement recule sur cet investissement inique. Le rôle de l'État, c'est d'aider les entreprises françaises, pas de les détruire. Alors vous êtes du côté de la CGT, si je comprends bien. On peut partager, vous savez, si le ciel est bleu, même si la CGT le dit. Alors, oui, je vous vois froncer les yeux, je pense qu'il y a chacun sa vérité, il doit y avoir une explication. Simplement pour bien comprendre et vous donner un avis averti, je voudrais savoir qui verse cette subvention. Vous dites l'État, la région? Non, c'est bien l'État. C'est bien l'État dans le cadre du plan de relance. Dans le cadre du plan de relance, comme vous le savez, ils attribuent un certain nombre d'aides, et là c'est 4 millions d'aides à l'implantation. C'est une entreprise... Subvention publique de 4 millions d'euros. C'est une entreprise qui n'est pas encore en France, qui s'appelle, je crois, Electrosteel, qui est une entreprise indienne et qui veut concurrencer sur le marché français Saint-Gobain. Eh bien l'État va l'y aider. Si vous voulez, le problème dans les sujets tels que ceux-ci, c'est que c'est toujours à sens unique. C'est-à-dire que fondamentalement, qu'une entreprise étrangère vienne créer des emplois en France, c'est de bonne guerre, à condition que nous soyons, nous, en posture de conquête vis-à-vis de l'extérieur. Or, aujourd'hui, parler avec toutes les entreprises françaises, y compris les plus grosses d'entre elles, les gros industriels, s'ils veulent faire du business avec l'Inde, par exemple, eh bien, ils sont obligés d'implanter des usines en Inde, et évidemment non subventionnées par l'Inde. Donc là, c'est un sens unique qui, effectivement, nous ancre dans une posture, somme toute, assez naïve et bisounours. Le ministère de l'Industrie justifie cette aide en expliquant que le but de France Relance est de favoriser les implantations de sites industriels dans l'Hexagone et que ce projet Electrosteel y correspond. Parce qu'il y a des secteurs qu'on a désertés, en fait. Il n'est pas déserté, clairement. Mais justement pas celui-là. En tout cas, sur l'industrie, ça fait 20 ans qu'on a clairement délaissé notre industrie, qui est un pan entier de notre économie. Au niveau du gouvernement, nous, on a quand même baissé les impôts de production, qui permet à ces projets de relocalisation de venir en France. On a mis à peu près une baisse de 10 milliards d'euros. Après, ça fait 20 ans qu'on laisse notre industrie quand même lettre morte. Mais je crois que madame met le doigt sur le vrai sujet. Les impôts de production qui ont été diminués de 10 milliards, c'est vrai,
Bon, il nous reste encore 60 milliards parce que... Non, mais je pense qu'il faut aller plus loin encore, je pense. À elle seule représente la somme des impôts de production de tous les autres pays de la zone euro. Et ça montre très bien à quel point nous avons aujourd'hui, nous et encore aujourd'hui, même s'il y a un effort qui a été fait, sacrifié notre industrie. Et c'est par là qu'il faut commencer si on est un gouvernement. C'est-à-dire que je préfère créer les conditions sur notre territoire pour que vous ayez des entreprises françaises et étrangères d'ailleurs qui aient envie d'entreprendre sans forcément faire appel à des subventions, qu'elles puissent ensuite grandir, qu'elles puissent devenir des entreprises de taille intermédiaire, des multinationales. Et si je peux contrecarrer votre exemple, je vous en prie. Et vous avez vu Airbus, il y a eu une commande forte. Oui. Là-dessus, c'est une bonne nouvelle pour la France. Excusez-moi, ce sont deux exemples tout à fait différents. La commande forte. Là, le problème, c'est qu'on a une entreprise française. Je connais pas le dossier. Qui est souvent la victime de tentatives de raid depuis l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, moi j'y étais allé parce que justement il y avait des investisseurs chinois qui essayaient d'entrer dans le capital. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui veulent prendre le contrôle d'entreprises, notamment des entreprises d'industrie lourde comme celle-là, pour conquérir des marchés en France, puis ensuite faire venir les projets de l'étranger une fois qu'ils ont conquis les marchés. Et c'est là que l'État est naïf, c'est là que l'État n'est pas stratège, enfin au mieux. Sinon, c'est pire que ça. Et donc, il aurait dû mettre sur la table l'ensemble des arguments. Oui, il y aura potentiellement 190 emplois créés par cette nouvelle entreprise, mais de l'autre côté de la balance, il y en a 1000 qui risquent d'être sur le carreau. Et surtout, ça risque de donner des parts de marché à une entreprise indienne qui, demain, fera venir d'Inde les produits. Oui, et donc, ce manque de vigilance et ce manque de contrepartie demandée fait que ce n'est pas viable. Et je le répète, et je suis un élu de la région. Oui, non, mais je me bats pour ce dossier, excusez-moi. Mais vous avez raison. Parce que je trouve qu'on a là l'exemple d'une entreprise qui, dans une période de désindustrialisation, s'est battue et a su montrer qu'elle pouvait innover, et que c'est le gouvernement qui lui met des bâtons dans les roues. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Sur la baisse des impôts de production, sur ce plan France Relance 2030. Bien sûr, mais je connais pas le dossier. On va marquer une pause et on entendra aussi l'avis de Nicolas Corato. Ça fait débat et c'est vrai qu'on n'a pas quand même tous les tenants et les aboutissants. Merci, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio, c'est l'heure du journal. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et si on... Sud Radio, 10h midi, débat. Les débats avec vous, avec aujourd'hui Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, du Rassemblement National, Aurélie Taquillin, conseillère régionale La République En Marche d'Île-de-France et Rafik Smati, chef d'entreprise et président du mouvement Objectif France. Covid, un discours trop anxiogène, vous pouvez réagir évidemment, 0826 300 300. Près d'un Français sur 10 à la soupe populaire. David Linard, élu hier à la tête des maires de France. Est-ce que c'est un camouflet pour Emmanuel Macron qui visiblement préférait l'autre candidat? Tous ces sujets avec vous. Alors Laurent Jacobelli, vous avez lancé le sujet. Votre coup de gueule, c'était sur l'État qui va donner 4 millions d'euros à une société indienne pour s'installer dans la région de Pont-à-Mousson. Peut-être Nicolas Corato. Non, elle va s'implanter à Arles, mais ça concurrence une entreprise Saint-Gobain à Pont-à-Mousson. Nicolas Corato. Oui, c'est un sujet très intéressant. Je regardais le communiqué de presse de l'UIMM, qui est donc le syndicat patronal qui défend les intérêts, notamment dans ce cas-là, de Saint-Gobain et qui alertait le gouvernement sur cette aide d'État. C'est un sujet complexe parce que je regardais dans le même temps le rapport annuel de Saint-Gobain. Saint-Gobain réalise 10% de ses investissements annuels en Inde. Donc Saint-Gobain est aussi très présent en Inde pour répondre à Rafik Smati. C'est-à-dire que on est, vous avez raison de le constater, dans le jeu non faussé de la concurrence qui s'applique dans le cadre de la mondialisation avec les fameux accords internationaux que dénoncent parfois les uns et les autres. Donc, il faut regarder peut-être la situation globalement. Par ailleurs, moi, j'ai du mal à parler d'entreprises françaises, non pas par idéologie, mais tout simplement par réalité. Très compliqué aujourd'hui de définir la nationalité de ces grandes multinationales, les unes comme les autres. L'important étant peut-être, mais c'est un débat que nous pouvons avoir, que les emplois soient créés en France. Après tout, que Toyota aille construire sa Yaris à Valenciennes. Toyota est un constructeur japonais concurrent des constructeurs français, mais il a créé des milliers d'emplois directs et indirects dans le bassin d'emploi de Valenciennes. Donc il faut regarder les sujets quand même de manière plus globale. Je comprends que les élus locaux
enchaîne avec l'appel ou l'alerte de l'UIMM, mais de mémoire, le MEDEF ne prône pas le protectionnisme à tout crin. C'est pas complètement sa doctrine. Donc, il faut à un moment que le patronat soit aussi cohérent avec lui-même. On peut pas vanter le néolibéralisme pour tous et puis finalement protéger entre guillemets certaines régions ou certains secteurs quand le courant est un peu contraire. Voilà, je pense que le sujet se regarde globalement, mais que je pense que la priorité d'une politique publique économique aujourd'hui en France, c'est quand même la réindustrialisation et la création d'emplois industriels en France. Moi, je ne connais pas bien le dossier en l'occurrence. Combien d'emplois sont créés grâce à ces 4 millions d'aides à l'implantation contre peut-être combien d'emplois menacés. Mais après tout, la concurrence, malheureusement ou heureusement, elle a le jeu en France et c'est un choix politique qui a été fait de longue date. Allez, on va peut-être pas. Non, vous vouliez répondre rapidement? Oui, rapidement. Ouais. En fait, le problème qu'on a là, c'est qu'on a un État qui n'est pas un État stratège. C'est-à-dire qu'il n'a pas de vision de ce que doit être notre économie et notre industrie dans 5, 10, 15, 20 ans. Et donc, qui laisse arriver un concurrent qui va de front. Et France 2030, alors c'est quoi? Non, mais c'est du pipeau, excusez-moi de vous le dire. Et on le voit bien d'ailleurs. Donc, il y a un moment, il faut se poser les questions. Et vous l'avez très bien posé d'ailleurs, monsieur. Quel est le bilan au final? Là, on va créer 190 emplois et menacer plus de 1000 emplois. Eh bien, je crois que là, le gouvernement qui fait venir un nouveau concurrent qui n'était pas aujourd'hui concurrent existant sur notre marché a une double responsabilité. Oui à la réindustrialisation, oui à l'aide économique, évidemment pour relancer l'emploi, mais pour ça il y a d'autres méthodes comme par exemple la priorité de la commande publique. Je crois, juste pour finir, je crois que vous avez raison de vous indigner, mais que vous le faites de la mauvaise des façons. Acheter effectivement l'implantation de 130 emplois pour 4 millions d'euros, c'est effectivement difficile à justifier. Moi je préférerais tout simplement que le gouvernement affecte ces 4 millions d'euros à rendre tout simplement notre économie plus compétitive, que ce soit pour les entreprises françaises comme les entreprises étrangères. Ensuite, n'ayons pas peur de la concurrence quand elle est juste et non faussée. Bien sûr. Mais quand elle est juste. Alors, Aurélie Taquilla, c'est un coup de gueule? Moi, c'est un coup de gueule. C'est l'indemnité, vous savez, inflation. C'est 100 euros qui seront versés automatiquement à 38 millions de Français qui gagnent moins de 2000 euros. C'est pour les protéger face à la hausse des prix, protéger le pouvoir d'achat des Français. Et donc, hier, au Sénat, dans le projet de loi de finances rectificative, la majorité des Républicains, avec la gauche, ont censuré cette mesure. Donc, l'Assemblée nationale reprendra en tout cas cette mesure pour qu'elle soit remise dans la loi et qu'elle soit appliquée et qu'elle bénéficie à ces Français face à la hausse des prix aujourd'hui. Et donc les sénateurs ont refusé, ont censuré, effectivement, n'ont pas voté cette mesure gouvernementale. Donc on le voit bien qu'aujourd'hui c'est quand même un vrai sujet. Non, mais le vrai sujet, madame, c'est surtout la fiscalité pléthorique que nous avons aujourd'hui sur les carburants. Parce que comment on en est arrivé là aujourd'hui? On en est arrivé, tout simplement, il y a le prix du carburant qui augmente, mais vous n'êtes pas sans savoir que le prix du carburant dans un litre d'essence, c'est au maximum 20 ou 30% du panier moyen. Tout le reste, ce sont des taxes. Donc plus l'essence augmente, plus l'État s'en met, pardonnez-moi l'expression, plein les pognes. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans un scénario kafkaïen où vous avez eu une montée des prix de l'essence qui a été opportuniste pour les comptes publics. Et donc vous avez plusieurs milliards d'euros, ça a été comptabilisé par plein d'économistes qui sont rentrés dans les caisses de l'État grâce à cette augmentation du prix de l'essence. Et le gouvernement, plutôt que de rétribuer tout simplement la fiscalité aux Français, nous conserve dans une posture d'assistanat, d'infantilisation permanente, qui consiste à dire on ne baisse pas les taxes, mais on vous distribue de l'argent pour vous rendre un petit peu plus dépendant. Ce n'est pas digne d'une économie mature et responsable. Là encore, nous ne sommes pas d'accord, puisqu'on est sur une stabilité de la fiscalité. Je comprends pas bien, Rafik, sur la attendez, Nicolas. Face à la hausse des prix de l'énergie. Attendez, Aurélie est en train de... Face à la hausse des prix de l'énergie, il y a le chèque énergie, il y a le bouclier tarifaire. On n'est pas... Mais c'est justement ce que je dénonce. Exactement, là-dessus, notre politique gouvernementale pour stabiliser la fiscalité. Vous augmentez les impôts d'ici et vous et vous en rendez un petit peu ici. C'est de l'infantilisation. Oui. Écoutez. Oui, alors attendez, Nicolas avait demandé la parole. Je comprenais pas. Enfin, peut-être que Rafik a changé de concept depuis quelques semaines, mais moi, quand j'entends le gouvernement, et je ne partage pas moi cette ligne politique, mais quand j'entends le gouvernement, il explique aussi que cette manne fiscale doit être aussi affectée au remboursement de la dette. Et j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous tenait à cœur, Rafik. Mais peut-être que vous avez changé de position. Alors d'abord, pardon, Nicolas, mais le moi, remboursement... si on rembourse plus la dette, ça me va assez. Mais depuis quand on rembourse la dette
en France. En tous les cas, pas depuis 30 ans. Là, c'est parler de rembourser la dette quand on fait plus de 100 milliards d'euros de déficit. C'est un concept. On la rembourse tous les ans, hein, tous les jours la dette, mon cher Rafik. Tous les jours, on paye les intérêts de la dette, les intérêts de l'emprunt. Ah, mais tous les jours. Mais tous les jours, évidemment, on paye de la dette parce qu'on a des échéances à 10 ans. Mais cette année, l'agence France Trésor va emprunter sur les marchés plus de 300 milliards d'euros, Alexandre. Parlons un peu des Français. Vous savez qu'aujourd'hui, les 5% des Français les plus pauvres ou les moins riches sont ceux qui ont eu la plus grosse baisse de pouvoir d'achat. C'est une étude que j'ai pu lire dans Le Point et qui est terrifiante. La mesure que vous venez d'annoncer des 100 €, cette espèce de hochet que vous donnez, elle accroît les inégalités. Je m'explique. Vous êtes dans un couple. L'un des deux gagne 6 000 € net. L'autre gagne 1 999 € net. Ils n'ont pas de voiture. Ils ont un chèque. Enfin, le deuxième a un chèque de 100 €. C'est ubuesque, c'est ridicule, puisqu'ils ne consomment même pas d'essence. Par contre, ceux qui utilisent leur voiture, qui sont obligés souvent, parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est pas des méchants pollueurs, ce sont des gens qui vont travailler ou amener leurs enfants à l'école. Eux vont continuer à payer le plein plus cher. Et quand vous leur donnez 100 €, ils vont en rendre 60 à l'État. Et donc, votre système ne fonctionne pas. Il y avait plus simple. Si vous avez bien regardé cette étude... Je vais terminer, si vous me le permettez. Il y avait plus simple, puisqu'il y a un problème avec les taxes sur l'énergie, où on prend même une TVA sur les taxes, dire à quel point cette fiscalité est devenue complètement débridée et insensée. Eh bien, il faut baisser la TVA sur les énergies qui sont des produits de première nécessité. Passer de 20 à 5,5%, ça coûtera 12 milliards, mais qui demain seront réinjectés par la hausse du pouvoir d'achat et la consommation. Voilà une mesure simple que propose Marine Le Pen, que vous n'avez même pas écouté. Vous avez créé une usine à gaz qui est injuste et qui ne règle pas le problème. Alors, peut-être qu'elle peut répondre, Aurélie Taquillin. Là-dessus, voilà, si vous avez lu cette étude, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous avez bien lu. Effectivement, c'est 400 € net par mois, grâce à toutes les mesures prises depuis le début du quinquennat pour tout l'ensemble des Français, sur le pouvoir d'achat des Français. C'est une augmentation de 400 € net par mois. Oui, donc, non, mais je suis sûr que vos amis, protégé l'ensemble des Français, ont vu leur pouvoir d'achat ça, c'est des études. Et sur la pauvreté, on va peut-être en parler tout à l'heure. Mais il y a une étude de l'INSEE qui explique que avec cette crise sanitaire, cette pandémie, on a mis à l'abri 400 000 personnes qui auraient pu tomber sous le seuil de pauvreté en 2020, avec le quoi qu'il en coûte, qui est la plus grande politique sociale depuis... Madame, vous n'êtes pas dans la réalité, excusez-moi, vous êtes hors sol, venez avec moi. Alors, je suis élu local et je vois bien qu'il y a des Français qui souffrent, qui ont des difficultés financières. En fait, là où votre gouvernement, le gouvernement que vous défendez, est coupable, c'est que vous ajoutez une couche supplémentaire au délire technocratique de notre pays aujourd'hui. Nous avons besoin de simplicité, nous avons besoin d'un choc majeur de simplicité, alors qu'au lieu de baisser la fiscalité sur l'essence, la TVA, vous vous rendez compte, on a un impôt sur l'essence, on a l'impôt sur l'impôt. Ensuite, comme l'impôt sur l'impôt devient trop élevé, eh bien on décide de faire des aides à côté. Voilà comment aujourd'hui nous avons un système. Quand on est le pays recordman du monde en matière de prélèvement obligatoire, quand ça pèse sur la compétitivité de nos entreprises, ce sont les chiffres de l'OCDE, je ne les sors pas de mon chapeau. La France numéro 1 mondial des impôts, c'est un fait. Quand on est numéro 1 mondial des impôts, que ça pèse sur la compétitivité de nos entreprises, que ça pèse sur l'emploi et que ça pèse sur le pouvoir d'achat des ménages, qu'est-ce qu'on fait? La mesure la plus simple et la plus logique qui soit, c'est baisser les impôts. Ne pas le faire, ne pas baisser les impôts, mais augmenter les aides, c'est créer de l'infantilisation et c'est une posture paternaliste de l'exercice du pouvoir. Qui a baissé les impôts de 50 milliards sur ce quinquennat? Comment vous financez les hôpitaux? Qui a baissé les impôts sur ce quinquennat de 50 milliards d'euros? Non mais attendez, vous ne pouvez pas dire tout et n'importe quoi. Excusez-moi, mais je pense qu'il y a plusieurs arguments qui s'entrechoquent et ça donne quand même une drôle d'image. On n'a pas baissé les impôts. La suppression de la taxe d'habitation, la baisse de l'impôt sur le revenu. Stop. Alors, Laurent Cervelli, terminé. Et puis après, Aurélie, vous pourrez répondre. Vous pouvez sortir les chiffres que vous voulez, vous savez la réalité, les gens la voient. Les Français payent toujours plus d'impôts et en échange reçoivent toujours moins de services. Et c'est cet écart qui n'est pas normal. Vous ne pouvez pas avoir en permanence la main dans la poche pour donner de l'argent à l'État et voir des hôpitaux, les urgences fermées, voir des classes fermées, voir le service public diminuer. Il y a un moment, la France était un pays d'acceptation fiscale. On payait beaucoup d'impôts, on avait beaucoup de services publics. Aujourd'hui, on est perdant de tous les côtés. On paye toujours plus d'impôts, toujours moins de services publics. Il est temps de rendre leur argent aux Français. Il est temps de rendre leurs services publics aux Français. Bon, on va arrêter sur ce sujet. Nicolas Corato, c'est un coup de cœur?
Non, c'est plutôt oui, c'est un coup de cœur. Oui, je sais plus dans quel sens le prendre. Oui, c'est un coup de cœur pour le travail des services, notamment de la DGSI, qui depuis plusieurs mois, et voire plusieurs années, mais depuis plusieurs mois, a intensifié la surveillance et les opérations contre les réseaux dits d'ultra-droite. Et on a appris ce matin, notamment, que un groupe avait été démantelé dans le Sud-Ouest avec 2 individus qui avaient logé plusieurs dizaines d'armes, des explosifs, et qui se préparaient à passer en mode d'action terroriste. À cette occasion d'ailleurs, Laurent Nunez, qui est le coordinateur au niveau national de la lutte contre le terrorisme, a précisé que depuis le quinquennat, quasiment une dizaine d'actions terroristes préparées par les réseaux d'ultra-droite avaient été démantelées par les services de renseignement, et que cette augmentation du risque de terrorisme provenant de ce segment politique inquiétait au plus haut point les autorités et les services de renseignement. Moi, je me félicite effectivement de non pas de cette prise de conscience, mais de vraiment ce travail de nos services, travail d'ailleurs qui concerne tout le champ du terrorisme, mais on voit effectivement monter cela. Vous avez quand même l'arrestation de Rémi Daillé il y a quelque temps, le jugement de Logan Noisin il y a quelque temps également, et cette inquiétude qui monte beaucoup à propos de ces réseaux qu'on dit accélérationnistes. Vous savez, ces réseaux qui considèrent que nous allons vers une guerre civile raciale imminente et qu'il faut anticiper cette guerre civile raciale en prenant les armes et en allant porter le fer contre un certain nombre de symboles. Sont visés, bien entendu, des mosquées, mais pas que, également des loges maçonniques, des partis politiques, des permanences de parlementaires de la majorité. Je crois que cette situation est très inquiétante. Je me félicite, moi, que les pouvoirs publics soient mobilisés, comme ils le sont sur tous les pans du terrorisme, y compris le terrorisme islamique. Et je pense que c'est important qu'on ait ce débat au moment où arrive la présidentielle, et où je pense qu'il faut faire attention aux responsabilités, aux messages qui sont envoyés par les responsables politiques de tous bords. Le mouvement accélérationniste existe en France, nous en avons la preuve désormais, et ce mouvement représente un vrai danger. Donc ceux qui soufflent sur les braises prendront leurs responsabilités politiques. Bon, une réaction? Oui, bien sûr. Depuis des décennies, plus de 250 morts en France du terrorisme islamiste. Je ne vous en entends pas parler. Vous parlez d'un risque. Ah, mais j'en ai parlé, mais je ne fais aucune comparaison. Vous voyez, j'essaye de chercher les choses objectives. Oui, mais j'étais sûr que vous alliez répondre ça. Ça prouve bien que vous avez un problème avec la dénonciation. Est-ce que vous dénoncez ces réseaux et ces individus? D'abord, monsieur, vous n'êtes pas professeur, je ne suis pas votre élève, et je vais terminer mon raisonnement. Formidable. Vous détournez l'attention pour protéger probablement certaines populations. Mais quelle mauvaise foi. Je viens de dire que il a parlé de tous les terroristes. J'ai parlé du terrorisme islamique. Écoutez, c'est vraiment, si vous n'avez que ça comme argument, dites-nous ce que vous compteriez faire contre les réseaux d'ultra-droite si vous arrivez au pouvoir. Soyez honnête. Attendez, laissez Laurent Jacobelli terminer. J'ai touché un point sensible, je vois. Non, c'est franchement, oui, islamo-gauchiste. Oui, parce que je vais vous répondre. Oui, vous êtes un islamo-gauchiste, probablement, mais je vais quand même vous répondre. Non, vous insultez pas. Pour monsieur, c'est peut-être même valorisant. Le niveau de ce débat, avec la responsabilité que vous portez sur le niveau de ce débat, franchement. Alors, est-ce qu'il peut répondre? Laissez-le répondre et vous répondre après. Est-ce que vous attaquerez au réseau d'ultra-droite si vous arrivez au pouvoir, démocratie, mais est-ce que je peux parler? Alors, allez-y. Ça vous ennuie pas trop, Laurent Jacobelli, allez-y. Aujourd'hui, le terrorisme réel, celui que nous affrontons, c'est le terrorisme islamiste. Et force est de constater que malgré le travail de renseignement qui est fait, les vraies actions ne sont pas prises en termes de fermeture de mosquées islamistes, de renvoi des 4000 fichiers S étrangers dans leur pays d'origine et d'arrêt des flux de migration incontrôlés. Mais c'est pas mon sujet, monsieur. Sauf qu'aujourd'hui, le terrorisme qui tue, c'est celui-là. Et occupons-nous du plus dangereux aussi, et même d'abord. l'autre terrorisme, les autres terrorismes doivent être tous combattus. Bien sûr, il est aussi dangereux. Et j'aimerais qu'on soit aussi vigilant en amont. Mais on a le droit d'en parler ou sans se faire traiter d'islamo-gauchiste? Est-ce qu'on a le droit de parler des réseaux d'ultra-droite sans se faire traiter d'islamo-gauchiste? On peut vanter les mérites du gouvernement. Monsieur, on peut parler de tout. On peut même parler des poissons volants, sauf que les poissons volants ne sont pas la majorité de l'espèce, comme le disait Audiard. Donc on peut parler de tout, mais parler du terrorisme sans parler du terrorisme islamiste, qui est le seul attiré aujourd'hui en France, c'est un biais idéologique. Alors, moi je regrette quand même. Attendez, je vais vous donner la parole dans un petit instant. On est obligé de marquer une petite pause, hélas, et on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio 10h midi. Débat.
Eh bien, nos coups de cœur, nos coups de gueule nous emmènent assez loin dans les débats. On parlait donc du démantèlement des réseaux terroristes d'extrême droite. Vous avez répondu, Laurent Jacobelli, par le terrorisme islamiste. Il n'en reste pas moins qu'il existe, ce terrorisme. Et tous doivent être combattus, c'est très clair. Voilà, vous voulez répondre. Mais il y a une menace plus imminente que l'autre. Vous vouliez répondre, Aurélie Taquilla? Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mis en place par le gouvernement. Il y a eu à peu près 36 attentats qui ont été déjoués. On a voté le projet de loi séparatisme qui nous permet aujourd'hui de supprimer les lieux de culte radicalisés. Moi, j'aime beaucoup les Yaka Faucon. Non, mais j'aime beaucoup le discours que vous tenez. De dire, voilà, il faudrait faire ça, ça. Le Yaka Faucon permanent, finalement. Moi, quand je vois Marine Le Pen qui est députée, qui est députée de la République, qui ne vote pas quand on augmente les crédits du budget de sécurité, quand on augmente les crédits du budget. C'est votre seul argument. Sur la justice. Mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, on jette tout, en fait. C'est la France qui est foutue, quoi. Si vous voyez, on a ce discours permanent pessimiste. J'ai le sentiment que ce débat est hors sujet. Le coup de cœur de Nicolas, je voudrais revenir à ça quand même. C'était un coup de cœur pour les services de renseignement. Bien sûr. Et oui, nous avons... renforcé notre système de renseignement. N'allez pas sur un terrain de politique politicienne. Nous avons le devoir d'être fiers, de tirer un coup de chapeau permanent à nos agents de renseignement qui sont sur le terrain en France et à l'international et parfois au péril de leur vie. Donc je me joins à ce coup de cœur bien volontiers. Alors, un coup de gueule, Rafik Mathif, parce que je voudrais qu'on parle quand même de nos sujets. Vous, c'est un coup de gueule? Écoutez, nous sommes aujourd'hui Thanksgiving, c'est bien. Demain, c'est le Black Friday, vendredi. Le Black Friday, c'est le vendredi qui suit Thanksgiving. C'est devenu une grande kermesse consumériste aujourd'hui en France. Et moi, voyez-vous, je m'insurge contre ce que je peux qualifier de grand remplacement de notre culture par la culture américaine. Ce que l'on voit avec le Black Friday qui est fondé absolument sur rien. D'ailleurs, moi, à titre personnel, je suis chef d'entreprise dans le domaine du numérique, j'ai des sites e-commerce, je ne fais pas le Black Friday. Alors certains me disent, tu as tort, tu pourrais faire une journée d'enfer. Eh bien, tant pis, je ne fais pas de journée d'enfer. La résistance, elle se fait auprès de chacun d'entre nous. Et plus généralement, ce que l'on voit là, de manière anecdotique, sur le Black Friday, on le voit à tous les niveaux de la société. La culture woke aujourd'hui qui envahit notre société, c'est l'importation de modèles américains qui visent à diviser, à communautariser en permanence et à privilégier d'ailleurs la lutte des races sur la lutte des classes. Eh bien moi je ne veux pas de ça dans notre pays. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé cette semaine qu'il allait promouvoir les lettres anciennes, le latin et le grec ancien dans les collèges à partir de la rentrée prochaine. C'est une excellente décision. C'est un acte de résistance parce que face à cet envahissement, ce grand remplacement culturel que nous subissons aujourd'hui, eh bien nous avons le devoir de résister et de faire des actions concrètes et d'être fiers de notre culture, de les affirmer, de l'affirmer et de la défendre. Mais le fait qu'il y ait un vendredi qui encourage les gens à dépenser et à consommer, vous semble pas une bonne chose, ou c'est le concept, le fait que ça s'appelle Black Friday qui vous... Ce sont les deux. D'abord, sur le fond, moi, je préférerais qu'on se réunisse entre entrepreneurs français et qu'on invente un concept français de défense du Made in France, quitte à ce que ça se manifeste par des promotions. Ça serait une idée que nous pourrions porter. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, sur le fond, dépenser toujours plus, et accessoirement inciter ceux de nos compatriotes qui ont un pouvoir d'achat assez faible à emprunter des crédits à la consommation pour pouvoir acheter, consommer, se financer et surfer sur cette kermesse consumériste. Ce n'est pas l'idée que je me fais d'une société responsable. Ça nous permet peut-être de faire une transition avec le premier sujet. Près d'un Français sur 10 à la soupe populaire. Le rapport annuel du Secours populaire qui est publié aujourd'hui révèle que 10% des Français font la queue à la soupe populaire. 7 millions de Français. Alors ça rejoint un petit peu notre débat tout à l'heure. Élodie Taquilla, avec beaucoup de réactions de nos auditeurs qui disent mais où ils sont les 400 €? Moi je les ai pas vus. Alors il faut expliquer que les 400 €, ce ne sont pas 400 € qui ont été versés, mais que c'est ce qui a été calculé par l'État, par des mesures. Mais il n'en reste pas moins on voit une précarisation des étudiants, des indépendants, des retraités, des mères isolées, des chômeurs, des salariés. C'est vrai que la crise du Covid n'a pas arrangé les choses non plus. C'est un peu le paradoxe français. On a 10 millions de pauvres en France. Et moi, je le vois dans ma commune à Courbevoie. Je rencontre les gens qui me parlent de leurs difficultés financières. Et puis cette France-là qui repart, avec un taux de chômage le plus bas depuis 12 ans, un taux de croissance...
Donc c'est vraiment ce paradoxe français. Nous, ce qu'on a essayé quand même depuis 2017, voilà, c'est d'emmener les gens vers le chemin du travail, de valoriser la valeur travail, donc avec plusieurs mesures. On a défiscalisé les heures supplémentaires. Vous voyez, dans l'hôtellerie et la restauration, pareil, pour les pourboires, on va les défiscaliser. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. C'est vrai que les Français n'ont pas le sentiment que ça a vraiment amélioré leur pouvoir d'achat parce qu'il y a les hausses des prix aussi face à tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense qu'il faut aller plus loin, sans doute plus loin encore. Mais le gouvernement, face à tout cela, je vous dis, fait le chèque énergie, le bouclier tarifaire, met en place l'indemnité à inflation. Vous voyez, les jeunes qui sont éloignés de l'emploi et de la formation. Le contrat engagement jeune, demain, ce contrat donnant-donnant avec l'État, va permettre aussi de ramener tous ces jeunes vers l'emploi. Moi, je vois mes hôteliers, mes restaurateurs, ils manquent de bras aujourd'hui. On manque de personnel. Alors, et donc, je pense aussi que c'est par le travail, par le soutien aux entreprises, qu'on fera moins de pauvreté. Le rapport de l'INSEE, il y a 15 jours, nous parlait effectivement du quoi qu'il en coûte, qui a permis de mettre à l'abri 400 000 personnes sous le seuil de pauvreté en 2020, parce que ça a été une pandémie extrêmement compliquée. Donc les mesures qui ont été mises en place, le quoi qu'il en coûte, le fonds de solidarité, le prêt garanti par l'État, le chômage partiel, ça a permis quand même de protéger nos salariés, nos entreprises, oui, il y a eu des nos choses compétences qui ont été faites, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui. Il y a encore du boulot. Oui, il y a encore beaucoup de boulot. Vous allez répondre dans un instant. Petite pause très courte et on se retrouve avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Sud Radio, 10h midi, débat. Avec vous sur Sud Radio, avec Nicolas Corato, Laurent Jacobelli, Aurélie Taquillin et Rafik Smati. Près d'un Français sur 10 à la soupe populaire. Donc vous nous avez dit, Aurélie Taquillin, qu'il y avait, donc je rappelle que vous êtes conseillère régionale de La République en Marche, que le gouvernement avait fait pas mal de choses. Néanmoins, on assiste à une fragilisation, à une précarisation d'un certain nombre de Français. Le seuil d'extrême pauvreté est fixé à 739 € par mois. Le budget moyen des personnes aidées par le Secours catholique est de 537 € par mois. 2 ménages sur 3 aidés par l'association ont un budget inférieur au seuil de pauvreté. C'est vrai que l'inflation des prix n'aide pas. Je vois une auditrice qui nous dit merci, moi j'ai eu 43 centimes de plus sur ma retraite. Le quotidien, Rafik Smati, est difficile pour un très grand nombre de Français. C'est un sujet, la pauvreté, la misère, qui d'ailleurs, de mon point de vue, est beaucoup plus important que le sujet des inégalités. Parce que les inégalités, en ce moment, vous avez le cours de bourse qui flambe, du fait d'ailleurs de la politique de la Banque Centrale Européenne, donc du coup, vous avez de plus en plus de riches, et une partie de la gauche, aujourd'hui, se concentre là-dessus en disant c'est honteux, il y a les inégalités qui augmentent. Non, ça, c'est pas un problème. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ayons des pauvres de notre pays, des gens qui vivent dans la misère. Et quand on regarde ça avec sérieux, parce que c'est un sujet qui mérite beaucoup de sérieux, on se rend compte que ce qu'on appelle les dépenses contraintes représentent plus de 40% des budgets des ménages. Et les dépenses contraintes, quand on simplifie les choses, ce sont deux choses. C'est l'immobilier, d'une part, et c'est l'énergie, d'autre part. Donc s'il y a un sujet majeur qui doit faire l'objet de toutes les attentions en matière de politique publique, c'est le logement et l'énergie. Et le problème, c'est que les deux connaissent une inflation pour des raisons différentes. Et donc ne se résoudront que de manière différente. L'énergie, aujourd'hui, eh bien, nous avons le devoir de lancer un programme massif de centrales nucléaires parce que nous basculons au tout électrique et nous avons la possibilité, si demain la France est capable de produire massivement de l'électricité et que nous avons basculé au véhicule tout électrique, eh bien, le plein des Français, je parle de manière très pragmatique, le plein des Français, ceux qui dépensent aujourd'hui 200 ou 300 € par mois dans leur plein, eh bien, ils dépenseront 30 ou 40 € parce que l'électricité produite par des centrales nucléaires coûte beaucoup moins cher. Donc là, il y a un vrai sujet de politique publique qui engage la France sur les 20, 30, 50 prochaines années. Ensuite, le logement. Qu'est-ce que nous payons aujourd'hui ? Nous payons la montée des prix de l'immobilier. Et pourquoi l'immobilier augmente aujourd'hui ? Parce que vous avez une Banque Centrale Européenne extrêmement conciliante qui, pour préserver les intérêts des pays du sud de l'Europe, qui sont surendettés, donc pour éviter que la charge de la dette soit trop pléthorique, la Banque Centrale Européenne
place des taux à zéro. Or, aujourd'hui, quand vous avez de l'argent, quand vous avez des liquidités et que les taux d'intérêt sont à zéro, eh bien, vous allez chercher les placements qui rapportent. Et les placements qui rapportent, ce sont les marchés actions et c'est l'immobilier. Et c'est ce qui fait que les prix de l'immobilier augmentent. Donc, il est évident aujourd'hui qu'il faut que nous ayons des comptes publics qui soient d'équerre pour ne pas être dépendants des marchés financiers, pour que la Banque Centrale Européenne puisse augmenter ses taux et pour que le marché de l'immobilier puisse revenir de manière plus raisonnable, alors qu'il ne l'est pas aujourd'hui. Il ne l'est pas. C'est trop cher. Aujourd'hui, un jeune renonce à devenir propriétaire. Vous demandez à un jeune de 18 ans aujourd'hui comment tu vois ta vie dans les 10 ou 20 prochaines années. Il s'imagine en colocation, il s'imagine au mieux en location, mais très peu de jeunes se projettent et arrivent à se projeter. Tellement les barrières à l'entrée sont devenues insurmontables. Là, on n'en est même pas à s'imaginer propriétaire. On en est à pouvoir manger, se nourrir. Nicolas Corato. Oui, j'entends les explications macroéconomiques de Rafik. Je peux en partager certaines, pas d'autres, mais là, on parle de personnes. Un quart des personnes qui sont citées dans l'étude du Secours catholique ne mangent pas pendant plusieurs journées ou pendant une journée entière. On voit bien la difficulté. C'est pas des gens qui sont en train de se projeter. C'est souvent des gens qui n'ont plus de véhicule. Et d'ailleurs, ça pose des problèmes d'accès aux services publics, qui d'ailleurs ont numérisé l'accès aux services publics, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans une situation de précarité intense, vous ne pouvez plus appeler votre Pôle emploi, la CAF, la Sécurité sociale, qui ont tous numérisé leurs services publics. Il y a un vrai problème d'accès aux droits de ces personnes en extrême précarité. Par ailleurs, je voudrais le dire par rapport à Aurélie, ce sont souvent des gens qui travaillent. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas notamment pour les mères isolées, c'est pas l'accès à l'emploi, c'est la rémunération de l'emploi, notamment sur des mères isolées qui travaillent. Mais pas que la hausse des salaires. Je veux pas jouer mon islamo-gauchiste de référence. C'est aussi le problème du temps partiel qui s'empile. Vous voyez, je suis même prêt à aller sur ce terrain-là. C'est pas qu'une question de montant des salaires. C'est la structure même de votre travail qui fait que vous n'avez pas d'autre choix que de rester à temps partiel et donc d'être nécessairement payé en dessous du SMIC, voire même en travaillant, d'être rémunéré en dessous du seuil de pauvreté. Parce que ça, c'est une réalité aussi dans notre pays qui est celle des travailleurs pauvres qui sont plus pauvres que les pauvres. Donc, il y a un vrai sujet sur la manière dont on revalorise les salaires, mais surtout dont on restructure. C'est pas normal que quelqu'un qui a 3 employeurs, qui travaille souvent 30 heures par semaine, mais parce qu'il ne peut pas travailler 35 heures, touche moins que quelqu'un qui fait ses 35 heures. Je pense qu'il va falloir qu'à un moment, les partenaires sociaux, avec l'initiative de l'État, prennent... Moi, je pense qu'il faut un nouveau Grenelle, il faut une nouvelle table ronde. Entre l'inflation et l'explosion de la pauvreté, on n'y arrivera pas. Et puis, je voulais dire peut-être une dernière chose sur ce sujet, moi qui me tient à cœur, c'est que il y a des différences d'appréciation entre les ONG, les associations et l'État. L'État dit il n'y a pas plus de pauvres, les ONG disent il y en a plus. Mais il y a un accord, avec l'INSEE d'ailleurs, qui a fait une étude pour dire que les pauvres sont de plus en plus pauvres. C'est-à-dire que le nombre de pauvres augmente ou pas, et là il y a un débat d'experts, de statisticiens, on sait aujourd'hui de manière très formelle que les pauvres sont de plus en plus pauvres. C'est-à-dire que les pauvres continuent à s'appauvrir. Ça montre bien, si j'enlève la partie que je consens à regarder, qui est des aides qui ont été prodiguées par l'État pendant le Covid, pendant le confinement, si j'enlève ces aides qui sont conjoncturelles et qui ont été de bonne aloi et à mon avis bien outillées, on a un problème de politique publique en termes sociaux. Je pense que la théorie de l'offre ne fonctionne pas. Elle est en œuvre depuis 10 ans, depuis le quinquennat Hollande, et je l'assume en France. Elle a montré ses limites. Ça ne ruisselle pas. Les pauvres sont de plus en plus pauvres. Il faut réintroduire une politique de la demande. Pardon Rafik, mais je pense que c'est majeur et que c'est prioritaire. On rentre dans une zone d'inflation. L'inflation, c'est la précarisation d'une grande partie de la population. Il faut que les politiques prennent leurs responsabilités et se déterminent sur ce sujet. Moi, j'aimerais plus de débats sur théorie de l'offre ou théorie de la demande à partir de mai ou juin 2022, plutôt que sur l'identité nationale. Il y a une urgence nationale à réorienter les politiques sociales et économiques. Oui. Alors, Laurent Jacobelli. Oui, ce sont des politiques complexes qu'il faut mener un petit peu tous azimuts. On a parlé de la hausse des salaires, il faut faire très attention. D'abord que cette hausse des salaires bénéficie bien aux salariés, ce qui veut dire que le reste à vivre à la fin du mois augmente, et ça veut dire que les charges qui sont au milieu diminuent ou restent stables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, d'où la proposition de baisser la TVA sur les énergies. Et puis il faut aussi que les entreprises y trouvent leur compte. Or, c'est une proposition que nous faisons avec Marine Le
Le Pen, c'est-à-dire que si vous augmentez les salaires de 10% dans votre entreprise, eh bien, ces 10%-là sont exonérés de charges pendant 5 ans. Ce qui permet de ne pas alourdir le poids sur le chef d'entreprise et en même temps d'augmenter les salaires. Il faut aussi, je crois, établir plutôt une priorité nationale au logement. Beaucoup de gens aujourd'hui sont mal logés, voire ne peuvent pas avoir un logement plus grand quand ils ont des enfants, etc. Or, on voit qu'un certain nombre de populations fraîchement arrivées sont logées en priorité. Il faut impérativement, c'est un devoir de solidarité nationale, donner la priorité nationale du logement aux Français, de même que pour les aides sociales. Et puis, il faut enfin, je l'ai dit, rendre du pouvoir d'achat aux Français. Ça passe par la TVA, on l'a dit. Ça passe par un certain nombre de mesures, comme par exemple le rétablissement de la demi-départ pour les veufs et les veuves, parce que beaucoup de retraités qui se sont pris de plein fouet l'augmentation de la CSG se sont retrouvés avec cette déduction fiscale en moins. Bref, on a l'impression que toutes les mesures fiscales et les mesures économiques qui ont été prises en moyenne font la satisfaction des gouvernements successifs, mais que dans un certain nombre de cas particuliers, notamment pour les Français les plus défavorisés, se sont retrouvés être désastreuses. Plus d'emplois, on a toujours 6 millions de chômeurs en France quand même, toutes catégories confondues, moins de taxes et de charges, notamment pour les plus faibles, et priorité nationale. Voilà 3 axes, ce ne sont pas les seuls, mais sur lesquels nous proposons de travailler pour améliorer le sort des Français. Beaucoup de témoignages de nos auditeurs qui parlent de centimes d'euros, ils en sont à des centimes d'euros. On a une auditrice qui nous dit qu'elle fait des ménages, qu'elle est obligée de changer sa voiture, elle repart sur des emprunts. Enfin, c'est vraiment... Sylvie nous dit dernière facture EDF, conso 32,87 €, donc acheminement. Oui, voilà, on est sur des sommes comme celle-là. Hein, c'est la réalité, Elle dit abonnement 24,66 €, taxes et contributions 14,95 €, TVA 10,44 €. C'est des gens qui aujourd'hui ne se chaufferont pas ou feront des économies sur l'alimentation. Et là, on ne parle pas de gens qui sont en marge de la société. Hein. On parle bien majoritairement de gens qui travaillent ou qui sont retraités, ou qui cherchent un emploi, ou qui étudient. C'est-à-dire des gens qui sont dans le mouvement de la société, pas des gens qui sont sur le côté, à la marge, pour des raisons X ou Y, mais qui pourraient être mis sur le côté. Et c'est ça qui n'est pas tolérable. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui ne récompense plus le travail, qui n'aide plus les siens, qui se contente de statistiques, et tant qu'elles sont bonnes ou soi-disant bonnes, eh bien se satisfait, se frotte les mains et disent globalement tout va bien. Non, il y a des individus, juste quand même traversé des une Françaises pandémie, et des Français. Vous souvenez quand même le confinement. Écoutez, honnêtement, ça vient pas de là. On peut se cacher derrière son petit doigt. C'est un mouvement qui est en... Donc les mesures qui ont été prises par le gouvernement, le chômage partiel. Mais madame, vous avez été voir vos entrepreneurs on n'est pas là pour faire votre mais moi, je suis pas là non plus pour vous écouter attaquer pendant 1 heure le gouvernement non plus. On voit la situation actuelle et elle est due. Allez voir, moi j'ai été les voir mes entrepreneurs dans ma commune. Elle est due à des décennies d'une idéologie qui est la mondialisation, qui est l'immigration, qui est la compétition. On aurait pu avoir une mure de faillite, on aurait pu avoir un taux de chômage. Non, mais il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez pas maniquer. Il y a des choses de fond. Les restaurateurs ont été aidés, il y a eu du chômage partiel. Ils ont été le seul pays à le faire. Il y a eu des problèmes conjoncturels où il y a eu des aides. Il y a des problèmes de fond qui, eux, ne sont pas réglés. Et pour le coup, vous n'êtes pas... C'était bien avant vous, hein, ça fait des décennies que c'est le cas. Je vais vous dire quel est le problème de fond, quel est le nœud gordien aujourd'hui qui fait que la France est en train de se déclasser et que les Français sont en train de le payer très cher. C'est qu'en France, tout simplement, nous avons pris le parti depuis 40 ans de devenir une économie de service et de renoncer à produire. Aujourd'hui, en France, nous ne produisons plus. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui notre balance commerciale est déficitaire de près de 80 milliards et ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est ancré. Or, aujourd'hui, prenez, c'est une étude de KPMG qui l'a démontré, prenez une PME française qui fait 32 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous prenez la même PME dans tous les autres pays européens. Cette PME qui fait 32 millions d'euros de chiffre d'affaires, si elle est aux Pays-Bas, elle fait 5 millions et demi de bénéfices nets. Si elle est en Allemagne, elle fait 4 millions de bénéfices nets. Si elle est en Italie, elle en fait 2 millions. Si elle est en France, elle fait moins de 1 million. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'en France, nous n'avons pas d'entreprise de taille intermédiaire? Qu'est-ce qui fait que nous n'exportons pas? Eh bien, c'est que nous avons cette chape de plomb, ce modèle social qui aujourd'hui ne fonctionne plus. La preuve, il est en train de produire de la pauvreté et de la misère. Ce modèle social qui pèse sur la compétitivité de nos entreprises, qui du coup ne peuvent pas embaucher, qui du coup ne peuvent pas augmenter les salaires. Regardez le différentiel, j'invite vos auditeurs à le faire, entre
sur une fiche de paye entre ce qu'on appelle le super brut, c'est-à-dire le coût total du salaire, charges patronales et salariales comprises, et le net que vous recevez à la fin, on est sur un ratio qui est parfois du simple au double. Dans aucun autre pays du monde, vous trouverez un tel ratio aujourd'hui. Et donc, évidemment qu'il faut augmenter les salaires. Mais on ne peut pas avoir des formules incantatoires qui consistent à dire oui, voilà, il faut augmenter les salaires. Non, on est obligé, si vous me permettez de conclure, plutôt que de changer de pansement, parce qu'aujourd'hui on passe notre temps à mettre des pansements sur des jambes de bois, plutôt que de changer le pansement, il faut penser le changement. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une révolution copernicienne et de faire en sorte que notre économie redevienne productive, et c'est comme ça que les salaires augmenteront, c'est comme ça que nous parviendrons au plein emploi, et c'est comme ça que nos compatriotes sortiront de la misère. Oui, alors on va marquer une pause, on se retrouve dans un instant, je reviens qu'on parle également du Covid avec vous, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Midi, débat. Avec nous sur Sud Radio, et on a un auditeur qui souhaitait réagir, c'est Bernard qui est avec nous en ligne. Bernard, bonjour. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour Valérie, expert. Bonjour. Oui, et bonjour à vous invités, et merci de m'accueillir. Voilà, ce que je voulais dire, réagir, bon, de toute façon, c'est le sujet est souvent sur la table à ce moment, un peu partout. Mais moi, voilà, j'ai bientôt 61 ans, je vais les faire, vous voyez, le 1er avril, qui arrive, donc, 2022, et je travaille 3 heures par jour. Voilà. Donc j'en ai un peu ras-le-bol, moi aussi. De toute façon, c'est un peu la motion générale. Priorité à l'immigration, ça c'est un grand mot, mais en fait, je veux dire, l'argent, je veux dire, les impôts, les retenues, les contributions sociales sont, pour moi, sont dilapidés, n'importe où, parce que ce sont des niches électorales, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle du clientélisme un peu partout, et j'accuse la gauche qui l'a beaucoup fait dans les banlieues, tout le monde le sait, voilà, et donc j'en ai un peu ras-le-bol. C'est un peu, si vous voulez, la montée zémoriste, même si elle est excessive, elle s'appuie là-dessus. Voilà, c'est le bâton de maréchal. Je dirais que ça, parce que bon, on n'a pas trop le temps de débattre dans le détail, mais voilà en gros ce que je pense. Mais vous travaillez, donc vous êtes à la retraite, mais vous travaillez 3 heures pour avoir un complément de revenus. Absolument, oui, oui. Vous faites quoi comme boulot? Je peux vous dire, j'ai vendu ma maison, parce qu'on ne pouvait plus... bon, moi je suis séparé, mais j'ai vendu ma maison, j'avais une belle villa. Voilà, on nous a tout pris. Je veux dire, dans le village où j'étais, moi je travaillais dans le ski. Vous voyez, bon, voilà, j'ai fait toute ma carrière en montagne et dans le ski. Mais voilà, donc je veux dire, je travaille depuis l'âge de... Bon, disons que mon premier métier, c'est ébéniste. Je ne l'ai jamais fait, pour X raisons. Ouais. Et donc, du coup, je me suis retrouvé, voilà, à l'âge de 20 ans, c'est 50 ans que je suis en montagne. Je ne m'en plains pas pour je veux dire, la qualité de vie. Voilà, mais en fait, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je travaille depuis l'âge... J'ai été immatriculé à l'âge de 14 ans et demi. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est tout. Donc, si vous voulez, je ne me plains pas. Je fais 3 heures, c'est peut-être pour mes petits-enfants. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi comme boulot? On distribue l'argent partout. Vous faites quoi comme boulot? C'est de l'autorité publique. Voilà. Vous faites quoi comme boulot? 3 heures. Ah ben là, j'aime bien dire que je conduis des petits morpions à l'école, je vais les chercher. Et ça me fait rigoler, quoi, voilà. D'accord. Non, mais c'est utile. C'est un témoignage. On avait eu, merci Bernard d'être intervenu. On avait eu Xavier aussi, un journaliste qui est à la retraite et qui racontait que pour payer ses impôts, et pour pouvoir survivre, il avait trouvé un boulot de plongeur. Il est allé faire la plonge dans un restaurant pour avoir un complément de revenu. Mais la réforme des retraites qui s'annonce, alors pour le putatif deuxième mandat d'Emmanuel Macron est terrifiante. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut 40 annuités et un âge minimum de 60 ans, ça prend en compte les gens qui ont commencé très tôt. Parce que si monsieur a commencé à 15 ans et qu'il a la retraite à 67 ans, ça fait quand même 52 ans de travail, c'est quand même beaucoup. Ouais. C'est même impossible, parce que souvent, plus on travaille tôt, plus on a des métiers difficiles. Ça correspond en général. C'est pour ça que l'idée de Marine Le Pen de mettre un âge de la retraite à 60 ans, avec bien sûr 40 annuités, permet à la fois d'avoir des cotisations assez nombreuses pour payer les retraites, mais en même temps de prendre en compte le fait que des gens ont commencé tôt. Mais il y a aussi la réforme des assurances chômage. On voit bien qu'il y a une paupérisation qui est prévue de tous ceux qui ne sont pas des producteurs et consommateurs. Comment ? Marine Le Pen n'est plus pour la retraite à 60 ans. Elle est pour la retraite à 60 ans, avec 40 annuités, comme elle l'a toujours été. Toujours. Nicolas Corato, sur le témoignage qu'on vient d'entendre.
Oui, c'est un peu, c'est vrai que le portrait que je dressais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un prolétariat pauvre aujourd'hui en France, pour employer des mots, des mots qui décrivent une réalité. C'est-à-dire, un prolétaire, c'est quoi? C'est un travailleur c'est un travailleur simple qui reste digne. Mais aujourd'hui, les prolétaires sont pauvres. Les travailleurs sont pauvres. Et ça interroge quand même toute la politique sociale, la politique patronale. Il y a des responsabilités derrière tout ça, sur le niveau des salaires et surtout sur la pratique du travail. Vous vous souvenez de ces expressions dans les années 90-2000, on a flexibilisé le travail, on a rendu le travail flexible. À droite, la droite comme la gauche. Les 35 heures, ça a été un cataclysme social. Tout le monde, la droite dit qu'il faut supprimer les 35 heures, mais parlez-en au MEDEF. Le patronat adore les 35 heures. On a flexibilisé le travail, c'est-à-dire qu'on a multiplié les contrats précaires, on a multiplié les petits travaux partiels, les petits boulots peu qualifiés qui, comme vous le disiez, finalement, donnent très peu d'avantages sociaux, qui font qu'au bout du bout, quand vous êtes à la retraite, il faut continuer à travailler un peu, autant qu'on vous en donne le droit, pour espérer boucler vos fins de mois. Donc, cette précarisation du marché du travail, du statut du travailleur, pose question. Et moi, je ne vois pas d'amélioration des politiques publiques depuis 10 ans sur ce schéma-là. Je pense que ce sujet n'a pas été pris en compte par ce quinquennat ni par le précédent, avec la loi El Khomri notamment, et que c'est extrêmement dommageable et qu'on en paye les conséquences aujourd'hui. La pauvreté, ça ne coûte pas cher uniquement qu'à ceux qui la subissent, ça coûte cher à toute une nation. La pauvreté, ça détruit les nations, ça détruit le pacte social. Il faut le dire, mais il faut aussi du coup y penser à chaque fois qu'on construit une politique publique. Ne pas nous dire on fait la réforme des retraites pour désendetter le pays. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on désendette aussi les Français. Il y a un moment où il va falloir que l'argent qui est produit dans ce pays, et il y en a de l'argent produit dans ce pays, et pardon Rafik, mais il va falloir que cet argent, on le retraite aussi en fonction, certes, des inégalités, mais aussi des injustices. Parce que moi, j'entends la critique sur les inégalités, mais là, ce dont on parle, c'est une injustice criante. Nicolas, est-ce que l'accès aux droits, l'accès aux aides sociales. Un petit point sur la préférence nationale, c'est un sujet très intéressant. Simplement préciser 2 points sur le logement social en France. 16% des logements des candidats qui ont une réponse positive au logement social sont étrangers, le reste sont des nationaux français. Et je rappelle que dans ce pays, il faut attendre 5 ans de présence sur le territoire français pour pouvoir toucher le RSA. Le mythe du migrant qui arrive à Paris et qui va immédiatement toucher le RSA est un élément de langage qu'on nous sert à longueur de journée. La loi aujourd'hui organise déjà la préférence nationale. Pardon, monsieur, mais finalement, en matière de préférence nationale, nous avons déjà donné. Ne mentez pas, juste un point quand même. Écoutez, c'est la loi, c'est les lois Pasqua. Il faut laisser parler, je sais que vous avez un problème avec ça, mais vous allez quand même m'écouter. Monsieur parlait tout à l'heure d'une préférence étrangère, et il a raison. À Hayange, par exemple, il y a un ancien hôtel, le maire voulait le consacrer aux SDF, pour les héberger. La préfecture l'a appelé, lui a dit hors de question, vous allez accueillir des migrants. Aujourd'hui, un migrant clandestin a ses soins payé entièrement par l'État, c'est-à-dire que lui ne débourse rien, alors que certains Français renoncent aux soins. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il y a de fait une préférence étrangère, il y a de fait une urgence d'aide aux migrants qui passe avant l'aide aux Français. On est obligé de les aider aussi, les migrants. On n'est absolument pas obligé, parce qu'on n'est pas obligé de les accueillir. On les vaccine pas, les migrants ? On n'est pas obligé de les accueillir, monsieur. Voilà le problème. On effectivement, en accueillant toute la misère du monde, on aggrave la misère des Français. Non, mais il y a beaucoup d'approximations dans ce qui vient d'être dit. Il faut surtout pas confondre causalité et corrélation. Il y a un problème d'immigration dans notre pays, c'est pas un scoop et c'est un problème qui doit être traité. En revanche, dire que les problèmes que nous traversons aujourd'hui sont liés à l'immigration, c'est un raccourci qu'il ne faut pas faire parce que ça rend la résolution du problème impossible. Notre problème aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat, c'est que la France ne produit pas assez. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les 4. Dans un instant, André Berkoff. On se retrouve demain pour d'autres infos. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons vrai.